nous allons passer cette heure et demie ensemble afin de vous parler de SageLoop, et plus précisément de la compta de Loop. Alors, pourquoi avoir intégré une solution Loop? Pourquoi choisir Loop? C'est justement parce que c'est une application qui est 100% cloud nativement. Nativement également collaboratif, puisqu'on va pouvoir partager avec son client la partie GED, bien sûr le faire collaborer à la comptabilité, et on a choisi comme lien, comme outil pour partager tout ça avec nos clients, Teams. C'est pas une obligation, mais c'est tellement tout automatisé que ce serait dommage de s'en passer. On a embarqué également une technologie d'intelligence artificielle pour la gestion justement des pièces entrantes, et on va voir de quelle nature elles sont. On a choisi également de vous accompagner lors de cette prise en main, puisque c'est pas uniquement qu'une prise en main, on a vraiment, on s'aperçoit avec les usages qu'il faut, enfin que il y a une certaine mutation du cabinet à l'usage de cette nouvelle solution. Et c'est vraiment une transition numérique justement en profondeur, fonctionnelle métier aussi, on le verra dans la première approche. Alors les enjeux et les réponses à ces enjeux sont de 3 catégories: la valorisation du cabinet, la partie collaboratif et la productivité qui est mise aussi en avant. Alors la valorisation, c'est permettre notamment une meilleure image aussi du cabinet, tant au niveau de l'extérieur, donc une digitalisation du cabinet vis-à-vis de ses clients, mais aussi une valorisation du cabinet pour les collaborateurs. C'est plus valorisant. Ouais, on verra que c'est un outil plus moderne pour l'usage du collaborateur. Donc, profiter de la migration des outils de production pour digitaliser le cabinet, bien sûr, et sélectionner un partenaire attrayant pour les collaborateurs. Digitaliser la relation client, donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose pour le collaboratif qui a tout son intérêt, et on s'en trouve d'ailleurs facilité, puisqu'on adosse SageLoop à Microsoft. Donc, on peut de ce fait lancer de nouvelles offres de services autour du collaboratif, et on verra notamment l'ouverture qui a été profitable à Loop avec d'autres éditeurs du marché sur des services tels que des facilitateurs de paiement, Libéo, Regat, etc., qui sont aussi intégrés à la solution. Donc, sélectionner des partenaires, un partenaire éditeur embarquant une offre collaborative full web et interopérable, et être capable de monétiser le collaboratif. Effectivement, plus vous proposerez facilement des outils à vos clients, plus ce sera facile de les monétiser. Productivité, donc uniformiser, réinventer les méthodes de production. Et c'est justement un des défis du projet, c'est d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. Parce qu'on sait que plus on passe du temps sur son dossier à des tables qui sont difficilement facturables, et plus il est difficile de faire un boni sur son dossier. Donc, l'avantage de Loop, c'est vraiment aussi de s'être, c'est ce que je disais, adossé à Microsoft 365, puisqu'on a intégré Loop à Microsoft. C'est pas l'inverse. C'est que vraiment, on va le voir de quelle manière, c'est les avantages de Microsoft avec le fait que ce soit mobile. La mobilité s'en trouve aussi facilitée forcément. Collaboration comptée avec Teams, automatisation de la production comptable, toujours pareil sur des tâches à faible valeur ajoutée qui seront exécutées par le moteur d'intelligence artificielle. Donc le périmètre fonctionnel de Loop, alors vous allez voir qu'on fait de la comptabilité. La trésorerie, la gestion de la trésorerie avec de la récupération de relevés bancaires. On a bien sûr un module d'immobilisation, bien sûr crédit bail emprunt, Logfi, des API. Je vous les montrerai aussi volontiers. L'application mobile. Alors, on a effectivement une application smartphone qui permet à la TPE de voir un dashboard avec des indicateurs clés sur ce dashboard. Donc, ce fameux tableau de bord, la GED, et on voit notamment que ce bleu
ce bleu plus clair là, est justement les applicatifs que l'on met à disposition du client, tant au niveau de la visu, de la consultation, mais aussi en termes de participation. C'est-à-dire qu'il va pouvoir lui-même collaborer et saisir sur sa compta. Donc, il va pouvoir aussi utiliser PIA, donc la plateforme d'intelligence augmentée. C'est ce fameux robot d'intelligence artificielle qui va permettre de lire les pièces et de les automatiser dans la compta. Et puis la partie en bleu foncé, bleu marine, on a la révision, la liasse fiscale et la gestion interne. Et ça, c'est vraiment plutôt réservé au cabinet, puisque effectivement, quand je mets à disposition mon dossier à mon client, il n'a pas le module de révision. Allez, c'est parti pour la démo. Donc, je vais me connecter à un compte Microsoft. Alors, je le fais en navigation privée pour éviter d'avoir des problèmes de connexion avec mon compte, tout simplement Cegid. Donc là, je me connecte avec un compte Microsoft. C'est une obligation pour pouvoir travailler sur Loop. Rattaché ou pas à un nom de domaine, peu importe, mais là, en tout état de cause, je suis obligée d'avoir un compte Microsoft et je me connecte effectivement ici à Cegid Loop. Mais aussi, je vais vous montrer, je vais me connecter via Teams et notamment, je vais pouvoir faire des dépôts de pièces par ce biais-là. Donc, ça veut dire que Teams, en l'occurrence, je peux le partager et partager des canaux avec mes clients. Un canal est égal à un dossier client. Donc, on retrouvera ici, alors, d'abord, je vais aller dans mon cabinet pour vous montrer qu'effectivement, ici, je retrouve dans mon portefeuille les mêmes noms de dossiers. Si je vais, par exemple, sur Arcolibs, j'ai effectivement mon dossier Arcolibs qui est ici et je l'ai également. Si je vais le chercher, il est ici. J'ai aussi Arcolibs. Et on voit que les canaux qui ont été créés ici proviennent de la production, sont créés de façon automatisée par Loop. Et notamment, on va pouvoir ajouter des canaux supplémentaires. Donc, par exemple, le grand restaurateur que j'ai créé là juste avant que vous arriviez, eh bien, je vais retrouver ici les canaux qui sont général, cabinet et social. Ceux-ci sont créés par défaut par Loop, puisque chaque canal est rattaché à sont rattachés à des répertoires qui sont alimentés par la production comptable. Et de ce fait, du fait qu'ils sont alimentés par la compta, ou par les documents provenant de la comptabilité, l'alias, le dossier de révision, les documents inhérents au juridique, par exemple, eh bien, ils sont visibles par le client. D'accord ? Je peux les rendre visibles ou, à contrario, uniquement lorsqu'ils ont un cadenas. Ce ne sont que les personnes qui sont rattachées au dossier dans le cabinet qui sont visibles, pour lequel ces documents sont visibles. Donc, ça veut dire que, par exemple, si je vais dans mon général qui n'a pas de cadenas, celui-ci, je peux rendre ce canal. Voilà, je peux dire que je vais faire venir quelqu'un sur ce canal ou je vais partager dans ce canal. Je ne sais pas si vous utilisez Teams aujourd'hui au sein de votre cabinet, mais vous voyez que je peux gérer l'équipe et rajouter des membres, d'accord, à mon équipe. Et de ce fait, voilà, quand je viens là, on voit qu'il y a 2 personnes rattachées en tant que membres. Alors, je pourrais du coup rattacher mon client. Dans la mesure où justement ce client il ne souhaite pas venir alimenter la compta, il ne veut pas saisir, c'est votre rôle. Okay, on peut définir les rôles et je vous montrerai d'ailleurs comment. Eh bien, je vais pouvoir ici, je reviens sur Général, lui demander de faire un dépôt de pièces. Et donc, si je viens là dans Dépôt, je vais pouvoir lui demander de venir glisser. Alors, par exemple, je vais le faire pour que vous montrer. Je vais prendre plusieurs factures. Ici, je les glisse ici tout simplement. Normalement, voilà. J'ai déposé 4 factures. Voilà, et on va voir comment elles vont être traitées dans mon dossier. Donc, c'est un des moyens que j'ai pour déposer des documents. Si je reviens sur mon fameux dossier Arcolibs que j'avais tout à l'heure aussi ouvert, c'est exactement le même procédé. On voit qu'il va y avoir des conversations sur ce canal. Ça veut dire que justement, si personne
c'est toutes les personnes relatives à ce dossier. Vous voyez, j'ai Céline, Reda, Fanny, et puis j'ai invité le client, qui est, tiens, on retrouve Christian qui est là, on a Paul Alloy, et donc ça c'est le dirigeant d'entreprise. Lui, il est invité sur ce canal, ça veut dire qu'on va donc s'écrire, on va donc partager des conversations ensemble. Ça veut dire que si je suis absente, eh bien, les deux autres personnes, Fanny et Reda, pourront voir les demandes qu'aura formulées le client sur mon canal. Alors que s'il m'écrit un mail à moi précisément, le mail, si je ne suis pas là, je ne sais pas, en admettant que je me suis cassé une jambe, voilà, au ski, eh bien, le client sera quand même dépanné s'il a besoin de quelque chose d'urgent. Vous voyez que l'intérêt, effectivement, de Teams, on est dans la réactivité. Bon, il ne faudrait pas qu'on soit tous partis au ski. Voyez, il y a même Christian qui m'écrit à l'instant. Et je vais pouvoir lui écrire, lui envoyer un petit smiley. Donc, ça montre qu'effectivement, la réactivité sur ce canal peut être bénéfique. Et en l'occurrence, je peux personnaliser, ajouter d'autres sous-canaux qui soient propres à votre organisation. Et notamment, nous, ce qu'on a rajouté, c'est la banque, par exemple. Et je pourrais même inviter, du coup, le banquier de mon client à partager des documents ici, une liasse fiscale, etc. D'accord ? Donc, on va retrouver cet espace qui aussi bien sert au dépôt des pièces qu'au partage des documents issus de la comptabilité, mais aussi à dialoguer avec les interlocuteurs du client. Ça peut être des personnes externes. Donc, mon client, quand je l'invite dans un canal, simplement, je suis désolée, je vais revenir sur Arcolibs parce que c'est mon dossier qui est un peu plus complet. Arcolibs, en fait, pardon, je reviens là. Quand je viens dans le module comptabilité, j'ai ici Cegidloop. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On voit que notamment ici, mon client, si je veux lui montrer, c'est pour ça que du coup l'application smartphone n'a plus forcément son intérêt, étant donné que sur Teams, je l'ai aussi sur mon téléphone, que je l'ai en mobilité. Je ne suis pas obligée ici, moi, monsieur Paul Alloy, qui est le gérant de la société Arcolibs, n'a pas besoin d'avoir une licence Microsoft. Il a besoin, parce que là, en fait, il se connecte à une application web, c'est un compte MSA gratuit que vous lui mettez à disposition. De ce fait, il peut voir ses indicateurs. Bon, il ne peut pas aller dans la compta, puisque je ne l'autorise pas forcément à y aller. Encore une fois, c'est vous qui placez le curseur en fonction de ses capacités. Et en l'occurrence, il va voir ces indicateurs qui se trouvent ici. D'accord ? Donc ça, c'est un moyen. Ensuite, je vais enfin arriver dans Loop et je vais venir, en l'occurrence, sur mon cabinet où je retrouve effectivement tous les dossiers où j'ai une action. C'est-à-dire que, alors sachez que je me suis connectée en tant qu'administrateur. Moi, l'adresse mail qui est ici est rattachée en fait à un profil qui est en réalité le profil le plus élevé. C'est-à-dire que j'ai un petit peu les droits d'aller partout où bon me semble. Et donc, d'ajouter des dossiers à mon portefeuille, d'accord, sachez que bien sûr, on va pouvoir limiter par des groupes de travail les dossiers pour que certains collaborateurs n'aillent pas, par exemple, tout simplement sur le dossier du cabinet, qui est de facto d'ailleurs à ce titre mis en mode, j'ai perdu le mot, confidentiel. Donc, si je viens sur Arcolibs ou Grand Traiteur, je me souviens plus où est-ce que j'ai fait mon dépôt de pièces, je crois que c'était 2 Grands Traiteurs. Voilà. Donc, quand je clique sur mon dossier, de prime abord, j'arrive sur le dernier dossier ouvert. Ça veut dire qu'ici, je ne sais même plus sur quelle date d'exercice je me trouve, mais on va le voir d'ailleurs à ce titre. C'est-à-dire que je vais ouvrir, alors il y a une petite timeline. En fait, cette petite patience va rechercher les éléments de la compta, mais va faire aussi plus de 700 points de contrôle, notamment sur l'alias fiscal, etc., qui justement déterminent les anomalies qu'il pourrait y avoir sur votre dossier. Alors, elles sont de divers ordres, je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors, on voit notamment que ici, je suis sur mon année 2019, d'accord, c'est le dernier exercice ouvert.
Et si je me positionne effectivement sur mes exercices, on voit que je ne suis pas très en avance, on est d'accord. Mais 2019-2018, peu importe, je dirais, on va comprendre le principe de la compta hein, sur le dossier, on s'en fiche un petit peu des années. Et on voit notamment que j'ai fait un dépôt le 15 février par moi-même. Ok, je vais revenir sur le portefeuille parce qu'il y a quand même des éléments ici qui sont importants. Je voulais simplement vous montrer que là aussi, d'ailleurs, on le voit, le nombre de documents en attente et un reçu. Il faudrait peut-être à un moment donné que je les traite. Donc, ce portefeuille permet notamment de savoir qu'on a bel et bien un SharePoint de créé, le Teams également qui est créé. Donc, il y a des documents en attente et le statut TDFC TVA vient se formaliser par cette petite patience ici aussi qui permet de télécharger les comptes rendus de jedéclare.com. Donc, on sait d'ores et déjà ce qui a été rejeté, de ce qui a été accepté et on vous explique pourquoi il y a des rejets. De la même façon ici, quand il aura fait... Alors, c'est vrai que plus vous mettez de dossiers, plus ça demande une répartition puisque tout le monde n'a pas forcément fait des envois de DI. Mais effectivement, ça peut paraître long. Voilà. Bon. Alors, voilà. Vous voyez que j'en ai pas de partout et de ce fait, on a les dates de rejet. Et quand on a les dates de rejet, on a le détail, bien sûr, de ce qui est rejeté. Donc, j'en reviens à mon fameux dossier là de Grand où je l'ai perdu ou je l'ai pas perdu. Je me souviens plus où est-ce que j'étais. Ces grands traiteurs, normalement, par ordre alphabétique, qui devraient être par là. Voilà, ici. Donc, on voit ici les applications qui ont été apportées hein, au dossier. Et en fait, on les retrouve ici par ces trois petits points. C'est comme ça que je vais déterminer justement quelles sont les applications qui ont été sélectionnées pour ce dossier. On a Cegidflow. Alors, Cegidflow, je vous en parle rapidement. C'est une application qui permet à la TPE d'avoir un suivi aussi bien de son solde de trésor que ce qui va devoir sortir. C'est un prévisionnel court-termiste qui permet de dire attention, ou d'avoir des alertes pour ainsi dire, de savoir ce qu'il va devoir payer et ce qu'il va devoir peut-être relancer si justement l'alerte indique que le solde va être négatif. Hein. Donc, Cegidflow, c'est la TPE qui prend la solution. Il va donc télécharger le relevé bancaire qui va être ramené bien sûr dans la compta, mais il va pouvoir prendre des photos de ces pièces. Donc, ces pièces, on a une date d'échéance, c'est ce qui va permettre notamment de savoir ce qu'il a à payer dans un court terme. On a l'IBO. L'IBO est un outil également de gestion de factures et de paiement des entreprises. L'IBO a un workflow de validation, c'est-à-dire que là, c'est pareil. Si je dépose une pièce sur l'IBO, elle va arriver dans PIA. Donc, c'est un autre moyen d'alimenter Loop. Et on a sur cette solution la partie paiement, mais également le workflow de validation. C'est-à-dire que Céline aurait pu déposer une pièce sur l'IBO, mais Christian, c'est lui qui va dire qu'on la paye. D'accord ? J'ai pu acheter quelque chose qui ne lui convient pas, par exemple. Donc, c'est bien lui qui dira oui ou non, je paye cette facture. Et puis, donc, on a des offres, justement, de coproduction, où là, eh bien, si moi, Céline, je veux coproduire avec le cabinet sur mon dossier, je devrais, là, cette fois-ci, avoir une licence Microsoft. Si je fais que de la consultation, j'ai pas besoin si c'est l'offre Start, pardon, j'ai pas besoin justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous me donnez un accès via Teams avec un compte MSA. De ce fait, moi, j'ai pas besoin d'avoir une licence Microsoft. Et puis l'offre CAC, on va voir que le commissaire aux comptes, vous ne lui transmettez pas un fichier PDF de votre dossier de révision, mais on va lui fournir un accès à Loop où il n'aura accès qu'au menu révision, voire même à une visionneuse du dossier annuel de révision. D'accord ? Donc, en fait, on va identifier l'adresse mail du CAC sur le dossier client afin que celui-ci puisse venir sur le bon dossier naturellement au moment où on va lui donner son accès. Donc, voilà pour cette première partie portefeuille. Je regarde le temps, je suis très bavarde. Et donc, je vais revenir sur mon dossier grand restaurateur. Donc, j'ai déposé des pièces et
si je veux voir les pièces qui ont été déposées, alors de deux choses l'une, hein, où j'ai accès justement à mon dossier, je vais pouvoir déposer des pièces, je viens cliquer ici et je vais, comme tout à l'heure, alors pas sur Teams, mais dans le SharePoint pour déposer mes pièces, mais je peux aussi venir voir l'état de ces pièces. Alors au tout début, moi je suis comptable de métier, c'est mon premier métier, on va dire, et il y a un premier paramétrage à faire dans cette roue crantée. Là, on l'a à peu près de partout maintenant, même sur nos téléphones, de partout, on a cette roue crantée pour justement configurer nos outils. Donc, il y a des configurations à faire sur la TVA notamment, c'est-à-dire le régime de TVA que je dois avoir, sur la comptabilité, est-ce que c'est de la tenue, de la révision, etc. Et puis donc, on a Pia ici qui nous dit, et donc comme je suis comptable, je dis, est-ce que je vais passer automatiquement mes écritures en comptabilité ? Alors, quelque part, ce serait stupide de ma part de dire oui, je vais valider les pièces avant de les. Enfin, je veux voir et valider mes pièces avant qu'elles passent en compta. Mais est-ce que ça devient utile de valider les pièces si, justement, c'est toujours la même affectation? Genre, Orange va toujours dans un 626-200. La Poste, c'est pareil, j'ai toujours des frais d'affranchissement, enfin, ou presque. Donc, on pourrait cocher quand même cette case. Alors, on peut le faire, vous voyez, a posteriori, je peux le faire au bout d'un mois ou deux d'utilisation. Et de ce fait, je n'aurai plus à valider les pièces au moment où elles arrivent, puisque le robot va automatiquement les passer. Et on voit notamment le statut qui arrive ici à valider. C'est parce que, en l'occurrence, je vais lui demander de ne pas les passer automatiquement. Voyez. Donc, c'est ma frilosité. Donc, on retrouve effectivement les pièces en attente et puis on a tous les dépôts qui sont là. Donc, on voit notamment, à flûte, j'ai des doublons et puis j'ai des pièces qui doivent être traitées. Et il y en a d'autres, bien sûr, qui ont été comptabilisées. D'accord ? Donc, je reviens sur mes pièces en attente. Et ici, je vais pouvoir visualiser. Alors, il me suffit de me positionner dessus pour voir les pièces ici sur la droite. Alors, vous allez me dire, c'est un peu petit. Donc, il suffit que je double-clique ici sur le montant pour voir arriver notamment la facture en plus grand. Alors, c'est vrai que j'ai un petit écran, moi, ceci dit, hein, aujourd'hui en mode en démo, donc peut-être que c'est pas très visible. On voit notamment ici que je peux télécharger le fichier ou encore l'envoyer sur un autre écran. Dans la mesure où on a deux écrans, si je l'envoyais sur un deuxième écran et que je passe à la pièce suivante, je changerai forcément d'image en fonction de la position d'écriture, enfin la proposition d'écriture qu'il me fait là. Donc on voit notamment qu'il n'a pas été me créer forcément mon compte. Je vais mettre chez Free, voilà, je mets à jour mon fournisseur. Les frais de téléphone, parfait, validé, tout est OK. Je décide pas forcément d'indiquer mon cutoff si c'est pas significatif. C'est vrai que est-ce qu'il est utile de renseigner des dates de cutoff sur des factures qui sont assez peu significatives alors que je fais 10 millions de chiffre d'affaires? Bon, je sais pas. C'est pour passer une OD cutoff, même si elle se passe toute seule, hein, on est bien d'accord. Est-ce que c'est utile de mettre 2,50 € sur 10 millions de chiffre d'affaires? J'en sais rien, c'est à vous de décider. Mais pour autant, parce qu'on est sur une facture téléphone, il ne nous a pas proposé forcément les dates de cutoff. J'ai d'autres factures, alors je ne sais plus si c'est sur ce dossier-ci, mais j'ai des dates de facture où si la date est bien identifiée, et je vais peut-être voir comme ça plutôt. C'est peut-être pas sur ce dossier, c'est dommage. Effectivement, j'ai des dates qui parfois sont vraiment identifiées sur une partie bien précise de la facture et de ce fait, il va me proposer directement les dates de cut-off et il les remplit ici automatiquement. Oui. Donc, vous voyez que par exemple ici, elle est moche cette facture, enfin, elle est pas très nette. Ils peuvent, et là on vous prévient qu'il pourrait y avoir, donc il faut apporter une attention particulière parce que peut-être qu'il y a des mentions pas toujours lisibles dans la facture et il faut en l'occurrence chausser ses lunettes et puis faire attention à ce qu'on vous propose. Donc il me dit que c'est de l'huile moteur, tout ça, 615, oui, il fait bien les choses, hein. Donc là je peux dire OK, comptabiliser et passer à la facture suivante. Ça veut donc dire qu'ici, lorsque je vais passer dans mon dossier les factures en question, il proposera bien sûr la pièce jointe adossée à l'écriture.
Alors, je crois que j'étais sur le mois de juin, me semble-t-il. Comptabiliser. Tic, tic. Janvier 2018. Donc, si je viens sur mon journal, eh ben, je ne suis pas sur le bon exercice, Céline. Qu'à cela ne tienne, je vais en changer. Et on voit, ça me permet de vous montrer du coup qu'il va bel et bien ici. Alors parce que je n'ai pas clôturé naturellement 2018, sinon il me dirait c'est plus possible de la comptabiliser. J'aurais un message qui me dit que cette pièce ne peut pas entrer en comptabilité, hormis si vous l'y autorisez. Encore une fois, si une pièce est significative en termes de montant de facture et qu'elle a été oubliée sur, alors en général sur un exercice à un mois d'intervalle, il faut aussi être raisonnable, eh bien on vous permettra de la saisir. Mais c'est encore une fois vous qui êtes maître. Donc, c'est la fameuse facture que je viens d'enregistrer ici. Si je fais le petit trombone, effectivement ici, on va retrouver la pièce automatiquement. Alors, pendant que je suis là, pendant que je suis dans mon dossier, comment je fais pour rechercher mes pièces? On a vu tout à l'heure que je pouvais déposer mes pièces via le SharePoint, mais il faut aussi quand même que je vous montre que chaque dossier a son SharePoint. C'est un endroit où on va justement permettre d'avoir des répertoires où le client, justement, c'est exactement les mêmes que tout à l'heure dans Teams, mais vous pouvez quand même, vous, y accéder, au même titre que le client, naturellement. Ce qui fait qu'on va retrouver donc les différents canaux précédemment mentionnés, mais je pourrais aussi, c'était quoi? C'était c'était quoi comme facture? Je vais retrouver de l'huile moteur, tiens, ça va être intéressant. Si je fais huile moteur, il me fait mentir, c'est normal, c'est une démo. On va peut-être lui laisser le temps alors. On va peut-être lui laisser le temps. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Enfin, tout état de cause ici, je vais retrouver justement les différents répertoires et on voit notamment, par exemple, si j'avais envie d'en partager un avec un client, eh ben, je pourrais tout à fait voyez, gérer l'accès et inviter un client à venir voir ce répertoire. Alors, tant que je suis ici, parce que c'est quelque chose d'intéressant, c'est comment je vais pouvoir alimenter directement ce répertoire via un usage qu'aurait mon client. Je m'explique. Votre client, il a un OneDrive, il a déjà un SharePoint ou il a déjà une Dropbox, par exemple. Eh bien, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle un automate, enfin, intégrer via un Power Automate, voilà, gérer un flux. Je veux créer un flux entre son usage à lui, pourquoi en changer de ses usages, et justement le fait que quand je suis dans la communauté Microsoft, je vais avoir plein de modèles en fait. Comment font les autres pour aller relier une Dropbox à Loop et donc au SharePoint de Loop? Et votre client ne change pas ses usages. Il va toujours alimenter sa Dropbox, son OneDrive ou ce qu'il veut, et on va créer ce lien pour alimenter directement le robot. Donc pour lui, c'est ni vu ni connu. Parce que peut-être que vous avez mis en place justement un accès à son OneDrive, et bien là, plus besoin d'accéder à son OneDrive, on aura directement les documents dans Loop et pas de changement de comportement de la part du collaborateur, voire même du client. D'accord? Et on va voir notamment qu'on va alimenter automatiquement la partie PIA, la partie robot, le petit robot qui se trouve ici. Donc on a vu notamment ici dans la partie saisie qu'on allait pouvoir retrouver la pièce naturellement. Et en l'occurrence, quand on migre un dossier, notamment de Quadra, puisque vous êtes sur Quadra, je vais retrouver toutes les pièces rattachées à mes écritures lors de la migration. Ce qu'on appelle la reprise de données, la RDD, permet justement de récupérer toutes les pièces jointes que vous auriez pu mettre dans vos écritures via des box ou dans les IMO aussi, bien sûr. Donc, on retrouvera tous les éléments que vous avez dans votre fiche client également, alimentera la partie ici, dossier.
Et pendant que je suis là, vous avez donc l'identification de votre dossier avec l'adresse de votre client. Vous avez les exercices. On voit notamment qu'on peut faire également des situations. J'ai la gestion des établissements. Donc, si vous aviez pour habitude dans Quadra, notamment, puisque c'était l'usage de créer des centres analytiques par établissement, eh bien, vous allez pouvoir gérer par établissement la comptabilité. Dans CG d'Expert, on n'avait pas ce problème. Je récupère bien sûr mes associés, si j'ai des filiales également. Pour vos SCI, les locaux loués. J'indique ici les véhicules dans le but d'aller alimenter l'aide au calcul à la TBS. D'accord. Je vais retrouver mes contacts, donc les documents partagés, et puis naturellement, le contexte fiscal, puisque c'est là où je vais déterminer ma catégorie fiscale. Alors, pendant que je suis là, je vous permets de voir ce qu'on fait, bien sûr, en termes de l'IAS. Et ça va d'ailleurs déterminer naturellement la l'IAS qui sera appelée à la fin de l'exercice. Et le régime fiscal, naturellement, qui se trouve là. Donc, une fois qu'on a posé les jalons, je dirais, on va bien sûr retrouver toute la partie saisie, naturellement, la consultation des comptes. Lorsque je suis sur mes comptes, ici, je vais avoir, donc sous forme de balance, je peux afficher dans la mesure où j'ai du N-1, parce que là, c'est mon premier exercice, 2018. Si j'allais sur 2019 dans ma consultation de compte, je pourrais naturellement afficher N-1. D'ailleurs, les colonnes qui me sont proposées, on voit bien que N-1 est accessible, étant donné que j'ai payé un 2018 ici. D'accord. Je retrouverai dans la consultation de compte la possibilité d'amener ma feuille de travail et potentiellement d'aller mettre un commentaire en amont. Ici, je vais mettre un commentaire. Pas oublier de sauvegarder, sinon on ne le retrouvera pas tout à l'heure dans mon dossier de révision. Donc, on voit que au moment même où je suis dans ma consultation, je vais pouvoir faire un petit commentaire tout de suite parce qu'il me vient un truc en tête, important naturellement. Tout à l'heure, j'ai ajouté ici une colonne. J'ai ramené ma feuille de travail et on me demande, moi Céline, est-ce que je veux sauvegarder cette configuration des colonnes pour moi, pour tous les dossiers où c'était uniquement ponctuel. Donc, si je mets uniquement dans ce dossier, et c'est uniquement pour moi, c'est-à-dire que je ne vais pas vous imposer, moi, ma vue de l'esprit, je n'ai pas envie que mes paramétrages soient les vôtres. À ce titre, je dis que c'est uniquement dans ce dossier, ou bien non, c'était ponctuel, ou encore, je veux ça de partout. Donc là, je dis que c'était ponctuel. Il ne me proposera pas les colonnes que j'ai préparamétrées. On fait bien sûr du lettrage sur nos comptes clients fournisseurs, salariés, tiers, du lettrage automatique également. Le plan de compte, de la même façon, on va retrouver... Céline, je peux t'interrompre une seconde? Bien sûr. Alors, en fait, il y a Fabrice dans le chat qui me pose la question si on peut voir, et je sais que je ne suis pas sûr que tu passes dessus, le module saisie. En fait, il voudrait voir comment on saisit sans passer par Pierre. Ah, sans passer par Pierre? Voilà. Oui, bien sûr. Désolé. Ah, mais il n'y a pas à être désolé. Alors, en fait, c'est relativement simple. Ici, quand je veux ajouter une ligne, je fais ajouter. Voilà, je me positionne sur la ligne en question et je vais appeler mes comptes. Alors, moi, je préfère toujours passer, bien sûr, par... c'est pour ça que c'est intéressant quand même de venir modifier l'affichage des colonnes. Moi, je préfère commencer par mon tiers parce que ça va me descendre automatiquement ma ligne d'écriture. D'accord. Je suis chez Grand Restaurateur, donc c'est pas dit que mon dossier soit bien paramétré. Si je vais... alors, c'est pas très logique ce que je vais faire parce que si je mets par exemple mon dossier... C'est en fait pourquoi je fais ça, c'est que je ne suis pas certaine que mon plan comptable soit bien paramétré en fait. Voilà. Typiquement ici, vous voyez, je n'ai pas adossé à mon compte fournisseur, expertise automobile, je ne lui ai pas mis son compte de charge. Il va de soi, et ça c'est pas bien, j'aurais dû le vérifier avant, dans mon plan de compte, indiquer
en l'occurrence, quel était le compte de contrepartie par défaut. Voilà. Si je vais chez Thierry, par exemple, il ira me mettre le 622-630. Faisons ça. Ce sera plus logique. Parce que, et ça, si vous faites une reprise de Quadra notamment, on n'aura pas ce problème, puisque votre plan comptable il est bien paramétré. Il montre en l'occurrence les contreparties par défaut. Et de ce fait, je me souviens plus de quel compte je viens d'évoquer là. Je reviens, pardonnez-moi, sur les fournisseurs pour aller chercher. J'ai dit Thierry Rousset. Monsieur Thierry Rousset. C'est fou, je le vois pas. C'est bien fournisseur. Je ne suis pas complètement folle, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc, on est bien à 0 Thierry. Parce que voilà où il est mon problème. J'ai un 411. Je vais supprimer ma ligne, ce sera beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Voilà. Du coup, ça c'est pas très probant ce que je vous montre. Ma référence, je n'en ai pas. Donc, si je mets Thierry, mon fameux Thierry, il est là. Donc, je mets mon montant. C'est pas très 1200. Vous allez me dire si c'est facile. Sauf que c'est facile. Et si mon compte 622-630 n'est pas rattaché à son code de TVA, ben, il me mettra un montant TTC. Donc, vous voyez que le mécanisme, en fait, si vous ne paramétrez pas votre dossier convenablement, comme moi j'ai pu le faire ici, hein, tout simplement, c'est que mon compte de tiers n'est pas rattaché à son compte de TVA à 20 points, ni mon compte fournisseur. Donc, d'ailleurs, l'un ou l'autre pourrait être fait. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de faire les deux. Donc, ça veut dire que Thierry Rousset n'est pas soumis à TVA. Et de ce fait, eh bien, le montant de mon hors-taxe correspond au montant TTC. Ça veut donc dire que si votre plan comptable est bien paramétré sur votre outil existant, vous n'aurez pas ce paramétrage à faire. D'accord? Donc, simplement, s'assurer que sur Quadra, puisque vous êtes sur Quadra, vous avez les bons paramètres et vous aurez, au même titre que ce que vous faites sur Quadra, une saisie qui va être automatisée. C'est-à-dire que je commence par mon TTC, il dégagera automatiquement le montant de TVA plus le compte de TVA. D'accord? Donc, je peux saisir à la chaîne comme je le fais sur Quadra bien naturellement. Est-ce que ça répond à la question? Oui, il est OK, il a compris. Et il voulait une précision pour la navigation, mais je suis en train de répondre qu'on navigue beaucoup avec le clavier également, comme dans Quadra, mais c'est la tabulation qui fait office de déplacement. Et puis, on Exactement. a les raccourcis clavier de la même façon, voilà, qui sont enrichis sur différentes options que vous pouvez avoir. Voilà. Voilà, tout à fait. Et pour les raccourcis, alors, il suffit de les taper ici. Vous voyez, je suis allée sur le petit i qui permet d'avoir des raccourcis clavier dans différents modules, que ce soit pour le lettrage, le raccourci pour la production, voilà. Et je retrouve ici, ça vous rappellera quelques souvenirs. On n'est plus sur des touches de type contrôle, shift, etc. et des lettres plutôt que des fonctions. Hein, mais tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure. Moi, j'avoue que j'ai pas tout appris encore. Donc, pour ce qui est des imports, parce que c'est aussi important,
lorsqu'on fait des imports d'écriture, au même titre que ce que peut-être vous connaissez aujourd'hui, on peut paramétrer des modèles d'import. On a par exemple des gestions commerciales qui sont faites sur des outils qui ne sont pas forcément sur du Cégide. Eh bien, on va pouvoir ici venir intégrer un grand livre, par exemple, ou un journal en l'occurrence, avec des colonnages, que ce soit du fichier texte, CSV, etc., avec des décimales en points ou en virgule, au format de date qui, pareil, parfois peuvent être un peu alambiqués, hein, ça dépend d'où provient le fichier. Et puis, on va faire correspondre en fait les colonnes. Et on va placer les colonnes de loupe en fonction de ce que vous aurez, vous, importé. Je crée, alors si tous les mois vous avez toujours le même modèle, autant effectivement créer ce nouveau modèle que vous appellerez ensuite dans le dossier. On a les paramètres d'import pour justement créer par exemple des journaux qui n'existeraient pas déjà dans votre dossier et paramétrage aussi des auxiliaires puisque je peux créer naturellement les comptes de tiers au moment de son import. Ce modèle, je pourrais très bien demander au client au moment où il fait son export, son outil, de le renommer avec le nom du modèle. Et on a vu tout à l'heure, par exemple, dans la partie justement documents partagés, qu'il y avait un répertoire import de fichiers ici. Ce qui fait que quand votre client, au moment de l'export de son fichier de vente ou de son journal de caisse, hein, d'ailleurs, il met le nom du modèle que vous avez paramétré dans votre dossier et qu'il le glisse dans sa Dropbox, encore une fois, le même principe que tout à l'heure, hein, et il va l'importer dans son répertoire import. Il ne passe plus par ceci, mais vous allez avoir un message à l'ouverture du dossier qui vous dit que vous avez un fichier à importer. Et ensuite, on voit ce fameux import. On le voit ici dans Historique des imports et vous aurez notamment le nom du fichier et les origines, la date de création, etc. Si on voit que vous l'avez intégré 2 fois, parce que le client vous l'a envoyé 2 fois, hein, et on ne va pas bloquer, il pourrait vous faire un envoi d'ailleurs hebdomadaire de son journal de vente. S'il a beaucoup de pièces. Donc de surcroît, s'il ne met pas un espèce de chrono à son fichier, potentiellement, il pourrait déposer 2 fois le même et on pourrait intégrer 2 fois le même. Donc là, on va pouvoir, vous voyez, c'est grisé parce que je n'en ai pas, mais on pourrait annuler un import que l'outil a fait tout seul. Hein, et donc enlever les écritures qui ont été comptabilisées à tort. Donc dans les imports, on a également du FEC possible ou du TRA, c'est justement le format Cégide Expert ou des outils provenant de Cégide. Donc depuis SharePoint, donc si le client vient vous glisser dans le répertoire, on pourrait aller récupérer justement les différents formats. Donc ça, c'est pré-paramétré. Je pense qu'à terme, on en aura de moins en moins. Et puis, depuis SharePoint, justement, ces fameux répertoires. Donc, dans les exports, on va pouvoir exporter aussi des grands livres, des balances générales en CSV. Par exemple, je viens cliquer ici, j'indique les dates à laquelle je fais cet export et je valide. Pardon. Voilà, il a pris un petit moment, mais c'est mon fichier CSV. Donc ça n'est pas l'export. Excel, c'est du brut. Hein. De ce fichier-là, après, j'en fais ce que je veux, mais c'est plutôt, on va dire, ponctuel. C'est une sortie à l'instant T. Ce qui peut être intéressant, c'est justement d'aller faire un lien systématique. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on retrouve bel et bien la brique Microsoft à l'intérieur de mon dossier. Et ici, j'ai mon Excel, où on va créer ce fameux lien, un connector qui va permettre justement de faire des exports de façon continue, pour ainsi dire, puisque quand je vais partager ce document, hein, encore une fois, ce fichier Excel, je vais pouvoir le partager dans mon SharePoint, et de ce fichier Excel, créer peut-être un tableau de bord avec d'autres outils, ou même un tableau de bord sur Excel, hein, tout simplement. Et on voit notamment que je peux exporter une balance générale, tiers, etc. Grand livre, général ou de tiers. Ici, des journaux à proprement parler, ou encore des sections, des rubriques je vais l'ouvrir un peu, des rubriques provenant ici de mon bilan,
Voilà, compte de résultat ou SIG. D'accord, donc si je viens là, je vais pouvoir aller rechercher par exemple, alors, bon, bilan, je peut-être pas, je le connais moins bien, je vais chercher mon chiffre d'affaires et je vais récupérer. Alors attention, là c'est du brut hein, de décoffrage, j'ai un montant sur un exercice, donc là en l'occurrence c'est 2019. Mais il faut que je construise mon tableau, naturellement. Hein. Si j'étais partie du principe que j'exporte une balance, je récupère et hop, il va me chercher. Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, mieux. Voilà, et je vais récupérer. Non plus. Il veut m'embêter en fait. Aujourd'hui, voilà, il n'avait pas envie. Il faut savoir ce qu'on veut faire en fait. Hein. Voilà, donc je retrouve bel et bien ma balance. Je fais de cette balance un autre tableau de bord qui va donc chercher les mentions ici qui sont rentrées à l'instant T. Et quand je le partage avec mon client, je le renomme, c'est mieux. Hein, je dis que c'est tableau de bord marge brute, par exemple. Et au moment où le client va rentrer, puisque celui-ci sera accessible de partout, il va pouvoir rejouer ici l'actualisation des liaisons, puisque entre le moment où vous lui mettez à disposition et le moment où il va le lire, il y aura peut-être 1, 2, 6 semaines, peu importe, mais il va devoir relancer effectivement, actualiser les liaisons pour qu'il ait son tableau qui soit mis à jour. Donc ce lien est perpétuel du coup. D'accord, on peut naturellement changer les dates. Il pourrait le télécharger pour lui, pour avoir une version à un instant T aussi. C'est tout à fait possible. Donc c'est de l'Excel, c'est assez simple. Donc voilà en ce qui concerne les exports possibles. Budget, alors attention au budget. Ici c'est simplement je vais pouvoir construire des budgets. Attention à la lisibilité, on n'a pas forcément de rendu d'état de suivi budgétaire à proprement parler. Donc on utilisera Excel pour ce faire. Dans l'usage des axes analytiques, c'est multi-axes analytiques. On a des sous-répartitions d'axes. Attention, c'est illimité, mais attention à la lisibilité. Puis après, il faut avoir quand même beaucoup d'imagination pour créer autant d'axes illimités. Donc voilà, on a la partie axe analytique qui se trouve ici. Dans les états, on va retrouver bien sûr journaux, balances, camps livres, etc. Dans nos outils, non, là c'est plus d'actualité et on va retrouver les taux de TVA qui sont ici où je vais indiquer tout ce qui est autoliquidation sur le dossier. Alors je pense que moi je suis sur les débits en ce qui concerne ma TVA. Ah non, je suis sur les encaissements. Donc, et on dit que la TVA est justement gérée par le cabinet. Alors comment je fais ma TVA? Justement, il va falloir déterminer la gestion justement de cette TVA. Et puis je viens ici dans TVA et taxes sur la valeur ajoutée, où je vais retrouver, notamment ici en double-cliquant sur la déclaration, l'affectation automatique, puisque moi ce que j'ai souhaité, c'est qu'elle se remplisse de façon automatique. En fait, quand je double-clique ici sur le lien, j'ai cet automatisme et donc les cases qui se remplissent automatiquement. Je fais OK. Et je vais avoir un justificatif synthétique et détaillé de ce qui va alimenter ma déclaration. D'accord, donc je ne dois pas avoir de chiffre d'affaires encaissé en tout état de cause, puisqu'il ne me propose que des TVA sur les débits, sur les flûtes. Voilà, que les montants déductibles. Je vais y arriver. Donc, je me retrouve avec un beau crédit de TVA. Donc une fois que ma déclaration est faite, je vais pouvoir faire un envoi EDI ici. D'accord. Et j'aurai le rendu, alors aussi bien ici pour le suivi hein, que sur mon tableau d'entrée au cabinet. Là, hein. C'est ce que je vous montrais en préambule sur mon portefeuille. Donc voilà pour la partie TVA. Pardon, je voulais fermer ça, voilà. Ensuite, je vais bien sûr pouvoir récupérer des relevés bancaires. Comment je vais pouvoir récupérer des relevés? Via jedéclare.com. Par un serveur SFTP qui me permettra d'aller rechercher des relevés, par exemple par SoBank, où j'alimente un répertoire
sur un serveur à part. Et puis, va arriver d'ici mi-avril, CJ de relations bancaires, où vous allez pouvoir récupérer des relevés via l'application Cegid qui permettra d'alimenter directement vos dossiers. Alors, à savoir que, bien sûr, je vais devoir forcément paramétrer un compte bancaire. Dans mes références bancaires également, mettre des règles de relevé bancaire, où là, effectivement, vous connaissez déjà hein, sur vos outils actuels, on indique qu'est-ce que contient la ligne du relevé pour alimenter le compte, naturellement. Et puis, si on a des imputations complémentaires, je pourrais les remplir ici. Donc, quand je fais une récupération de relevé bancaire, on a différents outils notamment, mais c'est surtout qu'on va retrouver dans la saisie de son journal de type banque les relevés qui vont être proposés automatiquement ici, dans les actions faites. On voit qu'il y en a 0 ici, hein, c'est une reprise de données, donc effectivement ici, je n'ai pas forcément d'informations qui comprennent un relevé bancaire, mais en tout état de cause, vous verrez arriver ici tous les relevés qui ont été récupérés par l'outil. Donc, quand je suis par jedéclare.com, la pratique très souvent, c'est de dire je récupère un relevé mensuel. Alors, c'est mieux si on passe sur un relevé beaucoup plus fréquent, enfin, à mon sens. Et puis, ça permet justement ici d'identifier les lignes qui pourraient être avec un solde constant. C'est-à-dire que je ne fais pas d'achat pendant plusieurs jours, mon solde reste le même pendant plusieurs jours, d'accord? Donc, en fait, ça évite justement les trous hein, de récupération et on a des outils notamment justement sur la partie relevés ici qui permettent de diagnostiquer les relevés, de réparer les relevés si justement on a un trou entre deux relevés, on a les images de collecte, etc. Donc, on va pouvoir également faire des fichiers de prélèvement et de virement. Hein, donc, dans la mesure où le client est autonome, du coup, s'il lui-même peut faire ses fichiers de virement à ses fournisseurs, il pourra très facilement le faire par ici. Alors, à ce jour, on va générer un fichier CEPA qu'il déposera ensuite à sa banque. Hein. La notion de connexion directe à la banque n'est pas encore proposée sur Loop. Donc, ça viendra probablement plutôt en fin d'année. D'accord, donc sur la partie reprise des relevés bancaires, et les règles bancaires ne sont pas reprises lors de la RDD. Hein. En fait, on a tellement de différences en termes de champs à renseigner sur les propriétés, notamment quand je suis dans les propriétés ici, on voit que les références sont complètement, peuvent être complètement différentes hein, entre ce que l'on connaît sur nos outils actuels. On ne sait pas forcément les catégoriser. On sait que, par exemple, encore une fois sur Quadra, c'est un mot qui est entre 2 étoiles qui est identifié dans la ligne qui permet sa récupération. On n'a pas la notion d'égal, contient, etc. Donc, ce serait à la rigueur toujours le contient, pour ainsi dire, puisqu'on a mis entre 2 étoiles notre mot-clé. Okay. Et la notion de propriété, là aussi, on est plutôt sur le libellé. Donc, ce serait toujours les mêmes règles bancaires qui seraient reprises enfin, dans leur propriété. Donc, c'est plutôt différenciant ici, donc c'est plus compliqué à reprendre. On ne désespère pas que ce soit un jour d'ailleurs. Je passe ces deux champs-ci, qui sont la facturation et la paye, puisque nous ne permettons pas encore une liaison avec Silae, pour ne pas le nommer. Pour autant, si vous faites des payes sur Quadra, il y a une liaison directe dans Loop pour passer les écritures de paye. Et puis, le module facturation, c'était proposé à l'époque à des TPE qui n'avaient pas d'outils de facturation et qui avaient un petit module intégré. Sachant que nous avons tout ce qui se trouve aujourd'hui sur le portail, comme Devifact, gestion commerciale, et puis même Quadra Entreprise, hein, avec tous les outils de Quadra Entreprise. J'ai plus qu'une demi-heure. Bon, alors, j'ai bien sûr un module immobilisation. On va retrouver ici nos fiches IMO. Lorsque je viens sur ma fiche IMO, je vais retrouver la notion d'origine de l'IMO, la date de l'image de la facture, si toutefois elle existe dans votre outil actuel. Donc c'est pas très probant comme voilà, par exemple ça.
c'est une reprise. Je fais un calcul linéaire. Voilà, donc vous connaissez le principe, hein, il n'y a rien qui change vraiment radicalement. Je peux mettre une immobilisation parente. La durée, voilà, c'était là aussi où on a différents modes de méthodes économiques. La date de sortie, l'historique, le plan d'amortissement, s'il est toujours valable. Je vois que j'ai acheté en 2008, il est depuis longtemps amorti. Donc, on aurait bien sûr le plan d'amortissement. Dans les actions, ici, on va retrouver la génération de la dotation des écritures. On peut dupliquer, fractionner, faire une cession partielle ou à l'inverse, faire une sortie collective de nos IMO. Donc ça, c'était le module IMO. Dans le module IMO, on va retrouver les fiches subventions, crédit bail et emprunt. Et on va aussi retrouver tout ce qui est rapprochement emprunt, comptabilité dans mes états aussi. Hein, systématiquement, on va retrouver les comparatifs entre ce que vous avez en comptabilité, naturellement, et dans le module IMO, pour pas qu'il y ait de différence. La partie révision. Alors, vous avez plusieurs méthodes de révision, plusieurs choix vous sont offerts, à savoir par la révision des comptes. Et c'est un petit peu ce que vous allez retrouver par rapport à tout à l'heure, la consultation des comptes. Je suis allée dans les fournisseurs, ou dans généraux, puisque j'ai fait un commentaire ici sur le capital. Et enfin, je crois que je l'ai fait sur 2019. Il faudra quand même que... Voilà, si, je l'ai bien fait sur 2019. Donc, on retrouve en fait le commentaire que j'ai fait tout à l'heure. Et c'est un petit peu inversé par rapport à la consultation des comptes, puisque là, en revanche, je vais retrouver mon grand livre à droite. Tout à l'heure, on avait la feuille maîtresse qui se trouvait à droite. Là, on la retrouve au milieu. Donc, c'est une autre façon de visualiser son dossier de travail par la révision des comptes. On a une autre méthode également, c'est par les feuilles maîtresses, où là, c'est plus dans l'idée où je vais pouvoir télécharger une diligence et la mettre sur un autre écran, d'avoir donc sur cet écran-ci la notion de balance, hein, et sur un autre écran, justement, la partie feuille de travail, et donc de pouvoir travailler sur ma diligence avec ici les objectifs du cycle. D'accord ? Donc là, on est aussi parti sur quelque chose de plus uniforme, avec une pratique, une ancienne pratique sur laquelle on n'a pas forcément de formalisme. Bien quand même qu'on ait des feuilles de travail, hein, feuilles maîtresses. Et puis on a un programme de travail, où là, en revanche, tout est organisé par cycle. Non pas qu'il n'y en avait pas avant, encore une fois, hein, mais on va dire qu'on travaillait de façon plus... Enfin, par une balance, hein, pour le coup. Donc je retrouve ici mes différents cycles. Alors, tiens, ça c'est pas banal. J'ai le J avant le B. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je vais réinitialiser, hein. C'est mieux. Je peux me servir d'un modèle. Et se servir d'un modèle, c'est en fait de dire, je prends un dossier sur une activité, par exemple. Je sais pas, moi, justement, j'avais un modèle agricole. J'ai des dossiers agricoles, j'ai beaucoup de coiffeurs, j'ai des notaires. Et ben, je pourrais construire un modèle de dossier de révision, de programme de travail, qui soit propre à ces activités. De ce fait, je dis que un dossier est un modèle. Par exemple, le grand restaurateur, eh ben, ça va être pour tous les restaurants ou traiteurs que j'ai dans mon cabinet. Et de ce fait, je dis que ce dossier devient le modèle. Donc là, je vais mettre effectivement son régime pour savoir un petit peu où est-ce que je me situe. Et puis, l'activité. Activité, traiteur, restaurant, etc. Je ne sais plus écrire. Et donc, je dis, OK, le type de dossier bilan situation. Faire bilan, tout simplement. Faire attention à ce qu'on nous dit comme indication. Il faut lire ces écrans, hein, c'est mieux.
Donc, mon dossier, du coup, celui-ci devient mon modèle. Donc, si je fais un truc dans ce dossier, il faut savoir que ça se réplique quand même sur tous les autres. Hein. Surtout sur si je dis que j'initialise mon dossier et que je viens chercher un modèle. D'accord? Donc, je retrouve effectivement mes diligences ici. Je peux là aussi afficher des colonnes supplémentaires pour savoir qui intervient, qui est le superviseur. Je peux également, dans ma bibliothèque ici, choisir ce que je vais faire de façon obligatoire. Bon, c'est obligatoire, c'est grisé, mais je pourrais dire, bah tiens, je veux également faire des choses supplémentaires ou rendre obligatoire quelque chose qui ne l'était pas. Et on voit aussi ici que ce sont des cycles que je mets à disposition de mon CAC. Donc je peux choisir ce que je souhaite montrer ici au CAC. Et pour les diligences complémentaires, là aussi, je vais pouvoir choisir ce que je veux alimenter en plus pour mon dossier. Donc je fais OK. Et là, on va voir qu'il y a justement des choses supplémentaires qui se sont incrémentées à gauche. Et je vais pouvoir commencer à la superviser. Et là, bien sûr, je passe d'un cycle à l'autre. Alors, une fois que j'ai répondu aux questions, alors je vais plutôt aller... Ah oui, c'est analyser les comptes non mouvementés. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Donc ici, je vais retrouver par exemple justement mon compte 580. Je peux cliquer bien sûr sur le lien qui m'amènera sur le grand livre. Je vais y arriver. Ou bien je ramène ma diligence et puis je mets mon visa. Ou bien j'enlève ça et je viens ici viser le compte. D'accord? Je ferme ça ou bien je reste sur le dossier et je fais au suivant. D'accord? Et je fais ça au fur et à mesure. Voilà, je passe toutes mes diligences et je dis que ça, en l'occurrence, c'est fait. Si je fais superviser, je ne pourrai plus modifier le compte. D'accord? Et j'aurai même une liste qui me permet justement de voir quels sont les comptes qui ont été visés mais modifiés post-visa. D'accord? Donc, en fait, j'ai plein d'outils qui me permettront de savoir ce qui a été fait. Donc, on voit notamment ici que c'est fait. Si j'arrive en synthèse, on voit que le cycle a été fait. On sait par qui, puisque si j'affiche les intervenants et le superviseur, je sais qui a fait le job. Si vous êtes sur un principe où le cabinet a plusieurs superviseurs, enfin je ne sais pas, il y a des collaborateurs, pardon, des chefs de mission, et puis on va avoir l'expert. Donc l'expert est en entière confiance sur le travail que peuvent faire les superviseurs ou les chefs de mission, on va dire. Il pourra, en l'occurrence, superviser le cycle, si tout le cycle, bien sûr, a été fait. Hein, parce que là, je ne peux pas superviser le cycle dans la mesure où il n'y a une seule diligence qui a été faite. Ça va de soi. Il faut être logique. Ça devient dégrisé que quand tout est fait. On peut donc ou bien dire que je viens sur ma diligence et puis je supervise aussi. Ok, ça va me créer la feuille de travail. D'accord? Donc, à partir du moment où elle est supervisée, ma feuille de travail a été faite. Le sapin. Donc, on voit notamment justement les cycles qui ont été créés. Et si je viens, là aussi, tiens, il me fait des petites blagounettes. Il n'a pas envie que je vois mes feuilles de travail. Bon, tant pis. Le fait d'avoir supervisé génère l'image de la feuille. Et si je viens justement lancer, je vous parlais tout à l'heure de générer une visionneuse. Effectivement, je ne vais pas générer mon fichier en PDF dans le but de l'envoyer à mon CAC. Hein. C'est le CAC que j'invite et il ne verra d'ailleurs à ce titre que ce menu-ci et en l'occurrence que le programme de travail. D'accord? Lui, lorsqu'il verra son programme de travail, il pourra bien sûr aller dans ses diligences, voir les comptes. D'accord? Il verra effectivement la même chose que ça. OK? Donc, s'il a envie de voir d'une façon plus globale le dossier, il va pouvoir générer ici la visionneuse
si j'ai mis puisqu'on voit notamment que je peux mettre des pièces jointes, je peux mettre des points en suspens, des points d'attention. Et je peux justement, en l'occurrence, si j'ai mis des pièces jointes à mon dossier, par exemple, alors je vais le désuperviser du coup. Hop. Je vais ajouter une pièce jointe. Alors je vais mettre n'importe quoi, je vais aller vite. Non, c'est là, pardon. Je ne sais même pas quoi mettre. Céline va chercher un document. Allez, c'est n'importe quoi, mais peu importe. Autant pour moi. Je dis que c'est ça, pardon. Hop. Donc ma pièce jointe, il va la renommer pour mettre le nom du cycle avant. D'accord? Donc voilà, c'est fait. Attendez, pardon, je vais mettre OK, tout a été vérifié. Donc je veux remonter cette conclusion au cycle et on va voir l'incidence que ça a. J'ai donc mis une pièce jointe, je dis que c'est fait et que je vais superviser cette diligence. OK? Donc en fait, j'ai créé cette diligence dans mon cycle B. Donc je vais générer en mettant la pièce jointe au format PDF, puisque je pourrais mettre aussi un format Excel, Word. Et de ce fait, ils seront transformés en PDF. Donc, il y a une génération de la visionneuse et puis on va aller voir ce que donne justement cette visionneuse. Il génère en fait un fichier où il va différencier donc tous les cycles et également mettre tous les commentaires, toutes les images, les comptes en raccourci, enfin avec un lien qui permettra d'ouvrir Loop, excusez-moi, ma langue a fourché. Et si je suis habilitée pour voir le dossier, en tant que CAC, je pourrais accéder à Loop, d'accord, et au compte qui va être dans la diligence. Donc, il va générer la visionneuse. Par contre, ce qui serait bien, tiens, c'est qu'on leur soumette le fait de pouvoir faire autre chose. Hop. Donc, une fois que ma visionneuse sera active, on la téléchargera. Alors, l'intérêt, effectivement, c'est que quand on fait remonter au cycle un commentaire, c'est que en tant qu'expert, on ne va pas passer dans toutes les diligences. Effectivement, si on a des personnes suffisamment aguerries à la tâche, on va justement pouvoir superviser d'un seul coup, le cycle. Mais en plus, on va pouvoir voir quel est l'état d'avancement, quelles ont été les remontées de commentaires sur le cycle. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux télécharger. Et on va aller voir le programme de travail tout de suite. Mais simplement pour appuyer mon propos sur la synthèse de supervision, c'est justement ce qui va me permettre, moi en tant qu'expert, de voir, vous voyez ici, tout a été vérifié. C'est le commentaire que j'ai fait sur mon cycle B001 qui a été remonté à la supervision, à la synthèse de supervision. Et on retrouve ici, vous voyez, je n'ai pas beaucoup travaillé, l'état d'avancement par cycle. Je peux indiquer les points d'amélioration et les évolutions de la mission. Et puis, je peux faire mon attestation avec observation. Celle-ci alimentera bien sûr ma liasse. Alors, pendant que je suis justement dans mon programme de travail, je vais vous montrer justement le rendu. Alors, voilà justement le fameux dossier. Je peux cacher le sommaire ici et puis ouvrir en fait
en fonction de ce que je souhaite voir tout de suite, hein, en premier lieu. Et puis, je vais pouvoir, alors attention, là, je ne suis pas connectée, vous voyez, je suis en fait sur Chrome, non plus en navigation privée, mais en navigation normale, hein. Et effectivement, c'est bien mon compte Cégide qui est rattaché ici enfin, c'est mon mot de passe d'ouverture avec mon compte Cégide, qui me permet pas d'aller sur Loop. Je suis pas habilitée, hein, puisque j'ai un autre compte pour aller sur ma plateforme. Donc en fait, il me refuse. Ça veut dire que même si je tombais sur cette visionneuse que l'expert l'envoyait à la mauvaise personne, s'il n'est pas habilité pour aller voir ici les comptes, il ne pourra pas voir les comptes. D'accord? Donc, ça, c'est ma visionneuse. Je vais continuer sur la partie. Hop. Ah, mais il me l'avait ouverte, pardonnez-moi. Je reviens sur ma synthèse de supervision. Donc, une fois que tout ça est OK, on va estimer que le dossier est prêt, etc. Je peux archiver la synthèse. D'accord? L'archivage, de la synthèse permet notamment ensuite de lancer la supervision. Alors, tout à l'heure, je parlais justement de l'ouverture du dossier qui pouvait être ralentie par ces contrôles qui sont faits justement sur l'alias fiscal. Alors, c'est ce petit bonhomme qui est tout mécontent ici, qui, en l'occurrence, voilà, ici, qui en fait est relié au statut de la révision. Si je décoche ça, je n'ai plus ce petit bonhomme tout mécontent. Pour autant, c'est intéressant quand même de savoir qu'il y a des anomalies dans ma liasse fiscale qui doivent être corrigées. Notamment, je vais sur la première, si je clique ici, j'arrive directement sur ma répartition du chiffre d'affaires. Donc, je vais devoir indiquer, pour éviter d'avoir cet écart, le montant du chiffre d'affaires et de la répartition qui doit en être faite. Je sauvegarde, je vais au point suivant, etc. Je peux bien sûr passer d'un CERFA à l'autre comme ça facilement. Je peux bien sûr remplir les renvois si nécessaire, ou bien retourner sur la fameuse liste, et puis vous voyez que du coup la répartition n'est plus une anomalie, hein. Je vais à la page suivante, etc. Donc, je vais retrouver ici les différents CERFA à renseigner. Je viens ici alimenter tout ce qui est issu des charges et produits à régulariser, hein, puisque dans le cut-off, je ne vous l'ai pas montré, pardonnez-moi, j'ai toute la partie cut-off qui va être alimentée avec mes dates naturellement de périodicité que j'aurai renseignées sur PIA, le fameux robot. Je vais retrouver également les intérêts des comptes courants d'associés avec la répartition des intérêts à réintégrer. Les créances douteuses, avec là aussi une alimentation d'un tableau qui se fait à la fin de l'année pour la dotation aux provisions ou la reprise de provisions. Que vous dire de plus? On a naturellement aussi les comptes qui sont non rattachés à des cycles. Donc là, je dois faire un travail sur ces comptes-ci pour que je puisse les intégrer, ou a posteriori de dire, bah non, moi, je veux ajouter, je n'ai pas envie de modifier mon compte, je l'ajoute à un cycle de travail et je veux que ce soit celui-ci. Vous voyez, d'ailleurs, on vous propose, selon la racine du compte, on va vous dire dans quel cycle il serait le mieux placé. Ou je peux aussi, vous voyez, créer une diligence pour ce cycle, pour ce compte, pardon, en particulier. Donc, quelque chose aussi d'intéressant sur la partie liasse, c'est que les montants qui alimentent les... Alors ça, on avait déjà ce principe, si par ce clic droit, la propriété, on sait quels sont les comptes qui alimentent la section. Si je clique ici, je vous dis bien que j'arrive sur la consultation des comptes. Je regarde l'heure, hein, c'est pour ça que je me dépêche. On va donc retrouver l'alias, les annexes EDI, mes tableaux d'OG, les déclarations et tableaux supplémentaires, donc les 2067, etc. La décloyer se trouve ici. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? Là, l'examen analytique. Donc là, on est vraiment sur l'alias. En termes de déclaratifs, les autres déclarations d'EDI, on a la 2257 et 58. L'EDI paiement pour les RCM, IS, CVAE et taxes sur les salaires. L'EDI part pour la 2000, pour les IFU et la DAS 2.
La DAS2 d'ailleurs, hein, vous avez une mention sur le compte fournisseur qui vous indique quelle est la nature des honoraires, enfin, ou des commissions, enfin de la somme perçue par le. Non, je vais y arriver. Hein. Je vais plutôt y aller comme ça. Je vais vous montrer. C'est beaucoup mieux. Bah, d'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai pas montré, c'est ballot, parce que vous voyez, on a ici justement la nature de la somme à déclarer. Donc, on sait d'ores et déjà quel est le type de fournisseur, quelle est la nature de la dépense. Donc, on va retrouver, pardon, j'en étais là, ici, elle dit part le CERFA pour la TASCOM, la 1447 C et M, et la CET également, et puis la TVS, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, une fois que tout ça est fait, il faut ensuite procéder aux états de fin d'année. Hein, donc, on va retrouver ici, dans mon sommaire, la plaquette. Et la plaquette, là aussi, je peux créer un dossier comme étant un modèle. Alors ici, je retrouve d'ailleurs à ce titre, dans cet ordre-ci, ce que j'ai choisi au départ. Hein. Je pourrais très bien dire, bah non, je vais enlever ça, enfin je vais pas enlever ça, pardon, mais je vais le mettre ça après Malias. Bon, c'est pas très cohérent, mais on s'en fiche. Donc on va pouvoir réaménager, pour ainsi dire, ou ordonnancer ce qu'on veut comme on veut, et puis de le délivrer aux personnes souhaitées également en cochant les cases ici sur la droite. L'annexe simple, je vais la récupérer en fait dans le financier au niveau de la gestion. Je pourrais aussi faire un glisser. Donc je veux un bilan en allemand. Hop, je viens faire glisser ici et de ce fait, j'aurai un bilan en allemand qui sera proposé dans ma plaquette. L'annexe simple, donc je la trouve ici, simple ou complète. Hein, c'est un document Word. Donc en définitive, il suffit donc là aussi de la faire glisser dans la liste. Et des fois, je me dis que j'ai pas une vie facile. Hein. Alors, je vais la réinsérer. Voilà, donc ça va mieux. Donc, je vais retrouver effectivement ici ma plaquette avec, de la même manière que tout à l'heure, approuver le complément Loop Connector, Office Connector, qui permet justement d'alimenter les sommes que je vais retrouver ici dans mes tableaux. Donc, charge à moi ensuite hein, de venir ici faire mes commentaires. Donc, on voit notamment qu'à chaque fois que j'apporte une modification, j'ai l'enregistrement en cours qui officie. Hein. On voit que les montants se sont affichés. Donc, je viens moi-même. Alors, ce qu'on a mis hein, en surbrillance, c'est pour que vous soyez attentifs aux modifications à apporter. Donc, une fois que j'ai fait tout ce que j'ai à faire ici dans mon annexe, j'ai pas besoin de sauvegarder. Hein. La sauvegarde se fait, l'enregistrement se fait de façon automatique. Et ensuite, dans l'aperçu, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je peux apposer un filigrane projet. J'essaye de respecter le temps. Donc, on va créer, en fait, on est en train de créer notre plaquette. Et ensuite, je viens, voilà, alors, c'est un peu petit quand même. Hein. Tiens, notre bilan en allemand est page 14, si ça vous intéresse. Vous voyez que là aussi, si je fais un clic droit, j'ai mes propriétés, d'accord? Là aussi, si j'ai envie de retourner sur mon compte, j'ai la possibilité de le faire. Donc, si je viens sur la page 14, c'est effectivement en allemand. Vous avez anglais ou allemand en termes de traduction. Je vais y arriver. Et puis, page 22,
Bon, je vais peut-être même aller un petit peu plus bas. Je vais aller page 25. Où est-ce que j'ai mis mon petit commentaire? Je pense que il est. Je pensais que je l'avais fait après. C'est après mes dotations, je ne me souviens plus. C'était bon. Voilà. Donc, on voit notamment que le commentaire a été sauvegardé, bien que je sois sortie en supprimant, enfin en fermant simplement un onglet. D'accord, donc c'est paramétrable. Moi, j'ai été faire un ajout de logo. Donc, on voit que c'est à la couleur du nom du dossier, enfin de l'expert comptable. D'accord. Donc, une fois que j'ai fait ce projet, je peux bien sûr le publier dans la GED et l'envoyer par mail au client pour qu'il puisse connaître son avant-projet de bilan et de savoir à quel moment on va en discuter lors de notre prochain rendez-vous. Vous voyez, donc je vais pouvoir communiquer aussi vite que produit le document au client. Donc voilà, c'est un premier aperçu de ces Gidloop. Donc je vais en revanche continuer le PowerPoint et je prendrai vos questions après, si vous voulez bien, parce que je vais finir par le PowerPoint, je vais y arriver. Donc les points clés à retenir, c'est vraiment encore une fois la partie collecte qui va vous permettre d'automatiser le plus possible votre dossier. C'est vrai que voyez, mon automatisme à moi aujourd'hui, il est même plus de passer par de la saisie. Alors, soit oui, il y en a toujours. On saisit des OD, on saisit encore que ma TVA, c'est pareil, elle est saisie automatiquement. Enfin, il y a plein d'automatismes et on part plus franchement du principe de dire je passe par la saisie pour alimenter mon dossier de prod, en fait. Et c'est vrai qu'on oublie de plus en plus que oui, on continue malgré tout à saisir quelques écritures. Donc, on essaye d'automatiser justement toutes ces tâches à encore une fois faible valeur ajoutée qui permettent de gagner du temps et proposer d'autres services qui, elles, sont plus valorisantes déjà, ne serait-ce que en termes de tâches pour le collaborateur. Enfin, faire de la saisie, il n'y a rien d'exceptionnel à le faire. Donc, on voit qu'on a donc vraiment intégré Microsoft et ça ouvre vraiment le champ des possibles. On voit notamment que la partie Power BI, l'analyse, Power BI peut être intégré à Loop, justement. Différentes API, on a vu notamment je vous les ai pas montré le hub. Enfin, on a vu Libéo, Regat, effectivement. Vous allez avoir LexisNexis pour le cabinet également, qui aussi est interfacé à Loop. Et le fait effectivement qu'on puisse vraiment utiliser tous les outils du cloud avec Loop. Donc le dashboard, on l'a vu avec un suivi de trésorerie. C'est pour ça que de récupérer un relevé mensuellement, est-ce que ça a un sens de proposer au client son tableau avec un dashboard comportant un suivi de trésorerie? Une fois par mois, ça n'a pas vraiment de sens. Mais là, avec le nouveau service CRB, ce sera journalier et là, on sera vraiment dans de la collecte à J-1. Donc, on aura un encours client, on a des comptes d'exploitation. Les chiffres clés des derniers bilans aussi sont accessibles via ce dashboard. Et donc, pour réussir cette transition, parce qu'on voit que c'est quand même assez différenciant sur ce que vous connaissez aujourd'hui, pour que ça fonctionne, il faut justement gérer les droits sur les dossiers. Il faut maîtriser la gestion des groupes de travail. Donc ça, c'est vraiment un travail plutôt d'analyse sur la façon dont vous allez mettre en œuvre Loop. Une gestion de la GED avec là aussi la création de Teams et
Donc, du coup, c'est un pan, ça, peut-être de Microsoft qui est assez méconnu, SharePoint, et donc Teams, puisqu'on a intégré dans Teams le SharePoint qui permet justement de créer ces arborations de façon automatisée. Et pour autant, vous pourriez aussi avoir votre organisation et on va imbriquer votre organisation dans celle de Loop puisque celle-ci est créée par défaut dans la solution et la création de dossiers. C'est-à-dire qu'un nouveau client qui arrive au cabinet, on crée le canal Teams avec les sous-répertoires qu'on aura définis au départ. Donc CJLoop, vous l'aurez compris, est nativement lié à Microsoft. Et donc il faut maîtriser Microsoft 365, c'est mieux. La reprise des données est un point de vigilance important également. Il faut intégrer une phase d'audit. C'est pas forcément du clic-bouton. Il faudra y aller. Puis alors c'est surtout pas du one-shot non plus. Il faut vraiment mettre une personne dédiée à cette reprise de données. Le collaboratif est natif, mais il faut quand même, avant de le mettre en place, connaître un petit peu quand même les contours de Loop, tant au niveau de la production, mais tout ce qui va justement graviter autour des services de Loop. Je parle tant au niveau de Microsoft, mais aussi des API et l'interconnectivité. D'un point de vue comptable et purement comptable, le plan comptable est le squelette d'un dossier dans CJLoop. Le mécanisme du plan comptable amène certaines restrictions quant au choix des comptes utilisés. C'est vrai que l'exotisme est assez peu toléré. Donc, si vous avez des comptes un petit peu qui ne rentrent pas dans le plan de compte, ou voire même, je sais pas, moi, je ne peux pas avoir un compte de Classis créditeur. Voilà, c'est pas vraiment toléré. Donc, dans ces cas-là, il faut que je passe des OD. Vous me direz, on n'est pas à l'abri. Donc, on a rendu certains comptes quand même beaucoup plus malléables. Il va falloir encore un petit peu de travail chez nous. Mais effectivement, on a des restrictions sur les comptes. Mais pour le coup, tout ça vous est fourni justement au moment de la formation. Hein. La gestion des collectifs dans CJLoop, c'est un seul compte collectif par racine de 3 chiffres. C'est-à-dire que je n'ai qu'un seul compte 401, 411. Ou c'est un 411 100, 401 100, mais je n'en ai qu'un. Je n'ai pas un compte 401 dans lequel j'ai les fournisseurs français et le 401 100 où j'ai les fournisseurs étrangers ou CE. Voilà. Donc ça n'est pas permis. La période de situation, c'est une période à part entière. D'accord? Donc ça, vous connaissiez déjà le principe sur Quadra. Mais ce qu'il y a en plus ici quand même, c'est que j'ai un mécanisme de synchronisation avec le bilan. Hein, donc si j'opère des écritures dans mon bilan, je peux les retrouver dans mon dossier de situation. Hein. Le relevé bancaire, prérequis, avoir un compte JDC à ce jour. Donc je déclare .com ou SFTP. Donc ça, je dirais que ça va s'assouplir forcément avec CRB. PIA, pour l'apprentissage, ça se fait au fur et à mesure de l'utilisation de PIA. Donc là aussi, si je vois ma facture qu'une fois par trimestre ou une fois par mois, il mettra un petit peu plus de temps à apprendre, encore que je le trouve très bon élève. Hein, le machine learning fonctionne plutôt très très bien. À savoir, je sais pas, moi je me suis trompée, j'achète de la publicité. En réalité, c'était je sais pas, j'ai mis le greffe dans la pub plutôt que de le mettre dans une cotisation ou inversement. La prochaine facture, il va me le mettre dans le bon compte. Hein, tout simplement parce que j'aurais modifié ce qui m'a affecté une première fois. Hein, donc, il est quand même super, il est très efficace ce robot. Voilà, donc c'est un des points forts vraiment de l'outil. L'alimentation de l'alias fiscale, il y a beaucoup d'alimentation par des automates hein, qui répondent naturellement aux obligations légales. Aucune possibilité de forcer les zones. Hein, donc, en fait, ce que vous aviez probablement sur Quadra, il était possible dans certains champs de modifier. Là, il faudra passer des écritures. Hein. Donc, voilà, un travail est nécessaire pour la personnalisation du standard pour intégrer les spécificités du cabinet. Donc notamment sur la partie graphique, hein, vous avez vu que j'avais mis des logos dans Malias, donc ça nécessite un paramétrage en amont naturellement. Donc tout est expliqué dans la doc, j'y suis arrivée, il n'y a pas de raison que vous ne parveniez pas. Le processus de supervision et d'usage du cabinet,
voilà, donc le dossier de travail tel qu'il est fourni, vous pourriez vous l'accaparer, en faire un autre. C'est tout à fait possible. Mais ça, il faut aussi le définir au départ, hein. Donc, organiser les équipes en fonction des différents profils aussi, c'est de dire comment je suis organisée au cabinet. Est-ce que j'ai ce système de hiérarchie? Alors, j'aime pas forcément dire ça, mais est-ce qu'on a des chefs de mission, des collaborateurs? Est-ce que on a des personnes dédiées à la saisie? Voilà. Donc, tout ça, il faut forcément l'organiser au départ de la mise en œuvre. Et justement, on a un planning de déploiement qui est en 3 phases. Donc, on a vraiment l'initialisation du projet, préparation du projet. Donc, on vous présente tel que on le définit, nous, non pas par défaut, puisqu'on s'adapte forcément aussi à votre organisation. Mais on vous présente le projet, on s'engage sur les modalités. On fait un audit technique de l'existant, mise en place de l'environnement Office. On a les phases de cadrage de l'environnement, puis ensuite, on va démarrer avec des comités de démarrage, des comités de suivi. Alors, c'est un peu pompeux, hein, il n'y avait rien bien que ce soit pompeux, on s'adapte, encore une fois. Et puis, on va former justement, là aussi, en fonction des groupes, hein, de la quantité de personnes à former. On pourrait avoir justement des référents dans un premier temps, puis la totalité des collaborateurs, mais on y va effectivement par strate, hein, mise en place du processus de migration, formation des administrateurs, formation des collaborateurs. Si vous êtes 8, on fera tout le monde en même temps, hein, mais on aura quand même cette phase de départ, d'initialisation et de présentation. C'est vraiment ici pour arrêter ce qu'on vient d'évoquer, vraiment la notion de groupe, d'administrateur, etc., qu'il va falloir définir au départ.